Merci d'être avec nous. Tout d'abord, l'événement rarissime et dramatique, la collision de 2 Rafales au sud-ouest de Nancy. 2 pilotes, un élève et son instructeur sont portés disparus. Un 3e qui a pu s'éjecter est sain et sauf. La cause de l'accident n'est pas encore établie. Ces 2 avions de chasse de l'escadron transformation Rafale de la base aérienne de Saint-Dizier qui sont entrés en collision. Louis Duclos, vous suivez beaucoup ce genre d'actualité. On a là effectivement quelque chose qui, dans les annales de l'aviation, est rarissime. Oui, bien sûr, ça on le voit vraiment très rarement. Alors, des accidents aériens, ça arrive. À chaque fois, il y a des enquêtes qui sont réalisées. Mais là, que ce soit une collision et qui touche vraiment 2 avions en même temps, c'est absolument rarissime. En plus des Rafales, le fleuron de l'armée de l'air française et de notre marine. Donc, c'est rarissime, c'est très grave et on espère vraiment que les 2 personnes qui n'ont pas été retrouvées soient saines et sauves. Venons-en à l'événement à l'étranger, avec évidemment l'impensable. C'est en tout cas comme cela que cela paraissait il n'y a pas si longtemps. La progression de l'Ukraine en terre russe. Regardez ces images. On est là dans la région de Plekovo. Et vous êtes avec nous, Cyril Amourski. Merci beaucoup. Vous connaissez très bien l'Ukraine, bien sûr, vous y avez grandi, mais aussi la Russie. Vous êtes russe, opposant à Vladimir Poutine. Parmi les jeunes, beaucoup sont de jeunes soldats qui sont là. Est-ce que beaucoup sont nécessairement des conscrits ? On sait qu'en tout cas, une partie d'entre eux le sont. On a vu dans les images des prisonniers qui ont été faits par l'Ukraine, effectivement, de jeunes visages, des soldats qui ont donc été mobilisés récemment parce que la loi l'exige, des soldats qui n'étaient pas préparés à ce type d'opération, qui devaient rester sur le sol russe et qui le sont d'ailleurs restés pour potentiellement protéger la frontière, mais ils ne s'attendaient absolument pas à une opération de cette ampleur et d'ailleurs, ils n'étaient pas préparés pour cela et ils ne sont pas faits pour cela. Donc évidemment, c'est une attaque qui était et qui est toujours surprenante pour la Russie, qui a pris de court donc ces soldats. Et c'est pour ça qu'on voit énormément d'images de soldats qui se rendent. On parle en tout cas de plusieurs centaines. Certains parlent peut-être même de plus de 1000 prisonniers, mais pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres très clairs à ce sujet. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils sont plusieurs centaines. Cyril Amourski, la popularité maintenant de Syrski, effectivement, quand il est arrivé, il prenait la place de quelqu'un de très populaire. En réalité, ce qu'il réussit là, il entre dans quasi, comme vous le rappeliez, disait, dans l'histoire militaire. Hein. Oui, et j'aimerais reprendre un peu ce qu'a dit Ludmila. Je me reconnais justement dans ce type de personnage, dans la mesure où on parle de quelqu'un qui a un rapport avec la Russie, qui est né en Russie, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a un attachement au pouvoir ou quoi que ce soit russe. Syrski, aujourd'hui d'ailleurs, est ukrainien. C'est vrai que quand on l'écoute, on voit qu'il a un accent très très fort dans ses échanges avec Zelensky, mais c'est quelqu'un qui a su montrer qu'il est prêt à avoir l'initiative, prendre l'initiative, mener des opérations assez audacieuses. On l'a vu justement au niveau de Kharkiv, on l'a vu au niveau de Kiev, et aujourd'hui on le voit au niveau de Koursk. Et au niveau de Koursk, on ne sait toujours pas ce que ça va donner, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons quand même des centaines de prisonniers. C'est un argument qui est important pour l'Ukraine, pour les échanges. On a parlé de Azov, mais il n'y a pas que Azov, il y a plein d'autres brigades qui ont énormément de leurs soldats qui sont aujourd'hui en prison, et les familles ukrainiennes attendent que ces gens-là puissent revenir chez eux. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que les Russes, entre autres, ils voient ces images, ils voient les images de centaines de soldats qui aujourd'hui sont emprisonnés côté ukrainien, et ils voient également les images de ce qui se passe à Koursk. Ils voient que le contrôle n'est toujours pas rétabli, même si c'est vrai que la Russie a envoyé 7 unités militaires différentes déjà dans la région, 2 parties de brigade, 2 éléments de brigade. Ils voient également ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils voient que certains soldats russes ont participé à des pillages. Et d'ailleurs, je vois que j'ai un bon ami avec moi qui est avec vous ce soir en plateau, Louis, qui avait fait une publication à ce sujet. Bref, les Russes sont toujours sous le choc face à cette incursion. C'est un coup réussi de la part de l'Ukraine, mais on ne sait pas à quel point et jusqu'à quand. Louis Duclos, vous êtes interpellé par votre ami, votre copain Amourski. Oui, moi ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est pas forcément la première fois que la Russie est attaquée sur son territoire. On avait vu déjà des troupes justement russes qui se battent pour l'Ukraine, qui avaient fait des escarmouches dans l'oblast de Belgorod, et on peut voir qu'en fait peut-être qu'ils testaient un peu les défenses, ils regardaient comment réagissaient les Russes, comment ça se passait. Des reconnaissances, est-ce qu'on peut penser qu'ils étaient déjà là en reconnaissance en réalité ? Je pense que oui. Pour faire une offensive de cette ampleur, je pense qu'il faut forcément faire une reconnaissance, savoir les forces qu'il y a en face, et après il faut de l'audace, de la vitesse et de la surprise. Ça c'est fascinant, ça veut dire qu'au fond c'est une opération préparée de très longue date, c'est-à-dire le secret a été tenu pas seulement pendant des semaines, mais peut-être pendant des mois.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, rappelons ces principales informations. 74 localités prises par l'Ukraine, une progression qui continue, beaucoup de prisonniers, de conscrits russes prisonniers et pas seulement, peut-être des centaines déjà. Regardez peut-être certaines des images qui résument le mieux ce qui est en train de se passer. C'est la progression sur plusieurs routes des Ukrainiens qui filment tous les matériels, tous les convois russes visés et incendiés, Louis Duclos. D'abord, techniquement, comment est-ce qu'ils ont été touchés, tous ces convois? Il y a beaucoup d'images similaires qui nous arrivent. Ils ont été touchés grâce au travail de reconnaissance ukrainien, notamment avec les drones. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commencé à progresser dans l'oblast de Koursk, les renforts sont arrivés en colonne rapprochée. À partir de là, ils se sont fait toucher. Alors on ne sait pas si c'est vraiment des drones ou des frappes de HIMARS, mais en tout cas, ils ont été détruits. Et ce qui était fantastique, c'est que le lendemain, en fait, les Russes ont fait des reportages pour montrer de nouvelles colonnes qui arrivaient. Là-dessus, les blogueurs militaires russes étaient absolument consternés parce qu'en fait, c'était directement la télévision russe qui montrait où étaient les colonnes russes, à quelle vitesse elles arrivaient, quel matériel elles amenaient. Et en fait, à partir de là, la Russie se tire une balle dans le pied véritablement en envoyant des renforts, mais en donnant toutes les cartes à l'Ukraine pour les détruire. L'usage des drones, on en reparlera tout à l'heure parce que visiblement dans le premier assaut, il y a une armée de drones. Les drones ici sont plus que jamais l'instrument de la guerre. Ah oui, là on est sur des centaines de milliers, voire même des millions qui ont été utilisés. Alors, il me semble des centaines de milliers de drones. Il me semble qu'on est autour de 100 000 par mois sur l'ensemble du front. L'Ukraine produit 1 million de drones par an maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et on parle de petits drones, vous savez, les petits drones que vous achetez à la Fnac. Hein. On parle de petits drones comme ça, sauf qu'ils accrochent une grenade et la grenade lâche au-dessus. Vous avez les drones. Ce sont vraiment les mêmes drones. Notre chef tout à l'heure, Charles Mesurol, me disait, c'est vraiment les mêmes drones qu'on peut avoir chez soi. Jusqu'où va l'inquiétude à Moscou? Il y a des signaux très concrets. D'abord, simplement, regardez ces images satellites qui sont tout à fait intéressantes. Dans l'urgence, des tranchées sont dans la région de Koursk, des tranchées défensives. C'est-à-dire, on est là en territoire russe et l'armée russe en est réduite à creuser très vite des tranchées défensives. Louis, expliquez là, ce qu'on voyait là, n'est-ce pas, ces tranchées elles disent beaucoup de ce qui est quand même une situation terrible pour le Kremlin. Ils en sont à creuser des tranchées défensives dans leur propre territoire. Creuser des tranchées défensives, c'est vraiment pour en fait arrêter la progression ukrainienne. C'est pour les fixer, en fait, tout simplement, pour ne pas qu'ils avancent davantage. Ils s'enterrent, littéralement, ils enterrent des lignes de position. Et l'idée, c'est de vraiment arrêter les Ukrainiens le temps de ramener des renforts, de ramener des forces spéciales, le temps de ramener vraiment de l'artillerie, de quoi écraser après les Ukrainiens pour une contre-offensive. Mais le fait qu'ils creusent des tranchées, c'est très inquiétant pour eux, parce que ça veut dire qu'ils sont pris de court et qu'ils n'ont pas le choix de creuser des tranchées dans leur terre. Poutine avait promis que personne ne pourrait passer là. Voilà le résultat. Dans quel état est ce porte frontière frontalier de la région de Soumy? Le Financial Times détaille ce qui serait l'explication, c'est-à-dire une première attaque, la toute première attaque très massive de drones, ces drones FPV. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là, Louis Duclos, ces drones FPV, ces drones à la personne qui cherche, n'est-ce pas, leur cible? Il me semble que les drones FPV, c'est les drones First Person View, c'est-à-dire que c'est les drones où les pilotes ont du coup un visuel comme ça sur les yeux, où du coup ils pilotent le drone directement, et c'est des drones qui vont aller un peu comme une guêpe qui va vous foncer dessus et qui va exploser au contact. Ça, avec une logique très opportuniste, ils peuvent aller partout, c'est pas pré-programmé sur une mission spéciale. Non, c'est vraiment un opérateur qui est derrière, qui reste en haut, et dès qu'il voit sa cible, il fonce dessus, il tombe dessus, et c'est pour ça que d'ailleurs les colonnes de renforts russes ont eu énormément de mal contre ces drones, parce qu'en fait, un drone, c'est petit. Quand il est à 40 mètres de haut, déjà vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, et il vous tombe dessus à des dizaines de kilomètres heure, vous ne pouvez pas l'éviter, il explose, il fait d'énormes dégâts, donc c'est vraiment très destructeur. Il y a une industrialisation, je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà il y a très longtemps, on avait fait des reportages sur ces pilotes de drones américains qui depuis la Californie dirigent des opérations pour tuer des islamistes à l'autre bout du monde, mais là c'est beaucoup plus de drones, c'est industriel. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour produire ces drones, il n'y a pas besoin de grandes usines d'armement, il n'y a pas besoin d'énormément de monde. Vous avez besoin d'une cave,
une imprimante 3D et puis vous les faites à la chaîne en fait. Et on a vu des images justement de locaux comme ça en Ukraine. Ils ont une imprimante 3D. Vous l'avez voilà, c'est impressionnant. Je les ai visités, c'est impressionnant. Ils ont des centaines de drones qui produisent toute la journée à la chaîne, et ils les donnent aux forces armées qui après attachent des grenades, des explosifs et les... L'ironie du destin. Rappelez-vous cette vidéo, il faut évidemment la revoir, c'est en 2016. Vladimir Poutine est dans une sorte de concours télévisé avec des écoles et il pose la question à un écolier, quelles sont les frontières de la Russie, hein, et écoutez la réponse qu'il donne à l'époque, 2016. Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Но это же... Alexandre Le Grand qui disait ça. Voilà. L'ironie de l'histoire avec ce retournement. Hein. Zelensky qui a dit, puisque la Russie n'existe, la frontière de la Russie n'existe pas, c'est très bien, on l'a pris au mot. Et donc du coup, on a traversé cette frontière. Il n'y a pas que les drones d'ailleurs pour cette attaque. Vous savez, c'était encore plus mieux organisé parce que ils ont aussi envoyé les systèmes électroniques pour détruire toute communication entre les drones russes et entre les systèmes de communication russes. Donc ils ont aveuglé et assourdi l'armée russe de l'autre côté, électroniquement, et puis après, ils ont envoyé des drones, et donc bien évidemment, c'était quelque chose de spectaculaire. L'Ukraine a commencé avec les drones turcs, hein, vous savez, Bayraktar. Et donc après, ils ont développé leurs propres drones, et maintenant, ils ont des drones qui sont les petits avions, mais qui peuvent porter jusqu'à 400 kg d'explosifs. Il y avait une vidéo qui est passée là d'un drone justement FPV qui aurait touché un hélicoptère de combat russe. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que le drone coûte peut-être 1 200 € à produire, avec un explosif à 100 € à mettre dessus, contre un hélicoptère qui coûte des dizaines de millions d'euros. Donc quand on voit au niveau du coût de fabrication des deux et le potentiel de destruction, voilà, on voit le potentiel de destruction d'un simple petit drone qui peut détruire une arme aussi importante qu'un hélicoptère de guerre. C'est quelque chose de vraiment incroyable. On se rappelle comment les Russes ont détruit Grozny. Oui. Là, Grozny était tout en cendres. Et d'ailleurs, pardon, il faut rappeler, même s'il faut saluer l'immense courage des Ukrainiens aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens ne parlaient pas beaucoup. À l'époque, y compris dans les cercles du pouvoir actuel, quand Grozny était détruite, on ne les entendait pas beaucoup crier à l'époque. Donc les Russes peuvent, dans l'ordre de la destruction, faire des horreurs incommensurables. Oui, mais ils l'ont déjà fait à Mariupol, ils l'ont déjà fait. On a déjà connu, c'est-à-dire que les Russes, ils ont déjà fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait encore sur le territoire ukrainien qu'on n'a pas vu qui serait plus monstrueux? Oui, mais ça permet de dire que leur potentiel de destruction existe. Ça peut être dans d'autres villes, etc. Comme ça a été le cas. Sur leur propre territoire aussi, du coup. Parce que s'ils veulent faire une surenchère, sauf que c'est dans l'oblast de Koursk, c'est directement dans leur propre territoire. On a déjà des très gros soupçons qui pèsent sur l'armée russe qui pille les maisons russes. Oui, parce qu'ils arrivent, les gens sont partis, et vu qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'il n'y a pas tellement d'officiers dans leur dos, parce qu'il y a une pénurie d'officiers dans cette armée, et ben du coup les soldats pillent les maisons russes. Et on entendait tout à l'heure ce russe de la rue qui avait l'air très inquiet, comme vous le soulignez Renaud, que ce soit la contre-attaque russe qui cause beaucoup de destruction. Il a tout compris, évidemment. Quand il y avait eu des incursions justement auparavant à Belgorod, les commandos qui étaient partis sur Belgorod, comment a réagi l'armée russe? Elle a détruit des villages. Et avec des gens dedans, mais c'est pas grave. Ils bombardent, ils détruisent tout, et c'est comme ça. Et ils vont faire exactement la même chose à Koursk. S'il y a une surenchère, ils sont prêts à tout détruire à partir du moment où ils pourront mettre un petit drapeau russe sur les ruines de la mairie du village. Vous imaginez quand même l'effet sur la population s'ils vont commencer à détruire leur propre peuple, parce que tout le monde n'est pas parti, ou s'ils vont commencer à détruire leur propre village. Déjà, Poutine, il a quand même un peu du mal de faire la mobilisation générale, parce qu'il en a vraiment besoin, mais il n'ose pas trop, parce que c'est encore dernier rempart qu'il retienne par rapport à son peuple. Mais là, à aller jusqu'à la destruction de ces régions, ça va aller encore plus loin dans ce qui est l'effet qui va pousser ce pouvoir peut-être à s'écrouler. Hélas, les nouvelles ce soir évidemment sont dramatiques du côté de l'accident entre les deux avions Rafale, plus dramatique encore même que ce qu'on pensait. C'est le président de la République qui a communiqué sur ce point tout à l'heure. Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabir et du lieutenant Mathis Laurence.
lors d'un accident aérien en mission d'entraînement Rafale. La nation partage la peine de leurs familles et frères d'armes de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Il faut rappeler que c'était tout à l'heure, vers 12h30, au sud-ouest de Nancy, la collision de ces deux Rafales. Le pilote qui a pu s'éjecter, et puis il y avait ces pilotes disparus. Maintenant, on connaît leur sort. Dans l'histoire, Louis Duclos, rappelons ça, c'est rarissime dans l'histoire de l'aviation, dans l'histoire des Rafales en particulier, ce type de situation exactement. Ah oui, c'est vraiment rarissime. Le Rafale est un appareil qui est vraiment de très haute technologie. C'est un avion de 4e génération. Il est extrêmement sûr. Il a fait ses preuves. Il est combat proven. Il est donc expérimenté au combat. Il a vraiment fait ses preuves. Les accidents aériens, ça arrive toujours dans toutes les armées du monde. C'est comme ça. En France, ça arrive vraiment rarement. C'est arrivé encore il y a quelques années, il me semble. Mais c'était un Mirage qui s'était écrasé et le pilote avait pu survivre. Mais pour les Rafales, c'est vraiment très très rare. Et en plus, 2 Rafales en même temps, c'est terrible. Et en plus, là, un biplace, donc les 2 aviateurs qui décèdent, c'est tragique.